Donc les choses se sont en fait accélérées ces derniers mois. Elles se sont plutôt intensifiées, mais dans le fond, on n'a pas eu non plus de changement extraordinaire. Donc le titre est malheureusement quelque part encore d'actualité. Et je commence par une image donc prise à Rome en 2013, parce que souvent, enfin surtout quand on est loin de la Méditerranée, hein, tout dépend un peu quelle attention on a aux dynamiques méditerranéennes, mais on a tendance à faire remonter la crise migratoire actuelle en Europe en 2015. Or, vous le savez peut-être déjà, certainement même, il s'est passé de nombreuses choses avant 2015, et parmi lesquels justement quelques naufrages au large de Lampedusa. Et cette manifestation que j'avais photographiée, c'était une manifestation d'Érythréens et d'Érythréennes en octobre 2013 suite à un naufrage dramatique qui avait fait 366 morts et qui a initié une série de naufrages assez tragiques. Je reviendrai là-dessus après. Alors, j'avais envie de vous raconter un petit peu aussi, c'est pas du tout pour raconter ma vie, mais ce que font les chercheurs qui travaillent sur les migrations méditerranéennes, et un peu comment on a évolué dans nos questionnements et dans nos façons d'aborder les choses. Et donc, je vais commencer par vous raconter ce que je faisais au départ, quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions de migration, qui est très différent, en fait, de ce que je fais aujourd'hui, parce que la Méditerranée a changé, et parce que les questions ne sont plus les mêmes, et qu'on a été, quelque part, forcé à se poser les questions de façon un peu différente. Voilà. Donc, moi, j'ai fait une thèse de doctorat à Naples, et à l'époque, donc j'ai fait une enquête urbaine, ethnographique, c'est-à-dire que je travaillais dans un quartier très commerçant de la gare de Naples. Je travaillais sur les questions d'immigration, et à l'époque, j'avais mis en lumière en fait l'existence de circuits de commerçants, ce qu'on appelait parfois des commerçants à la valise, enfin des gens qui en fait achetaient dans le sud de l'Italie, qui allaient s'approvisionner dans les districts italiens et qui revendaient un peu partout en Afrique du Nord. Et donc ça donnait lieu à des circulations très importantes. Moi, j'avais suivi des groupes de femmes, et notamment des femmes tunisiennes, qui donc achetaient toutes sortes de choses en Italie. Elles achetaient des chaussures, elles achetaient des sacs, elles achetaient du linge de maison pour alimenter les trousseaux de mariage. Elles achetaient des vêtements, toutes sortes de choses. Elles remplissaient des camions, comme vous voyez sur cette photo qui avait été prise au port de Naples. Elles remplissaient des camions, des camionnettes, toutes sortes de containers et d'autres, et autre chose encore. Et elles rentraient au pays, donc elles faisaient ces voyages une fois par mois, 2 fois par mois, une fois tous les 2 mois, bon, ça dépendait. Et elles allaient vendre dans les boutiques, sur les marchés, à domicile aussi, et on avait appelé ça, avec un collègue italien, des circuits, des shadow circuits, pour se référer au fait que c'était une économie informelle, informelle de différents points de vue, mais qui en tout cas voulait pas être vue, en fait, voulait pas être visibilisée, parce que bon, il y avait une partie qui n'était pas tout à fait déclarée. Mais aussi parce que, quelque part, pour ces femmes en particulier, le fait de circuler sans attirer trop l'attention sur ce qu'elles faisaient, ça leur donnait une certaine liberté, y compris par rapport à des normes de genre qui auraient fait que c'était un petit peu compliqué pour elles de circuler de part et d'autre de la Méditerranée. Alors, ça, c'est le genre de produits qu'elles achetaient, donc des produits qui étaient fabriqués pour elles dans le sud de l'Italie, et donc elles ramenaient ça en Tunisie, à Sousse. Moi, j'ai travaillé sur la ville de Sousse, mais il y avait des groupes de femmes un peu partout en Tunisie qui faisaient le même type de circulation. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'était une phase du côté des chercheurs. C'était une phase de grand enthousiasme, en fait, pour les phénomènes de circulation en Méditerranée. Donc, on était nombreuses et nombreux. Il y en a quelques-unes qui sont venues ici, d'ailleurs, en parler, à suivre ces personnes et à raconter ces circulations auxquelles on ne s'attendait pas, en fait. C'était une surprise en termes de recherche. Et donc, voilà, on suivait ces circuits. Alors, vous voyez, ça, moi, j'avais fait une carte des mobilités de ces femmes en Méditerranée. Et des fois, quand je regarde cette carte, maintenant, je suis un petit peu triste parce que
Aujourd'hui, c'est inimaginable, c'est-à-dire qu'elles partaient de Tunisie, donc on était au tout début des années 2000, elles partaient de Tunisie et elles allaient acheter à peu près partout, d'Istanbul à Alep. Alep, imaginez-vous, aujourd'hui, ce qu'est Alep, en passant par certains marchés du Maroc, Paris, Marseille, où elles achetaient, alors à Paris, elles achetaient des robes de mariée, enfin, elles avaient des circulations absolument incroyables et c'était un phénomène qu'on connaissait très peu. Alors, elles s'appuyaient, leur circulation s'appuyait ou sur des visas ou sur des permis de séjour qu'elles avaient eu à un moment donné en Europe, et puis elles ne vivaient plus en Europe, mais elles utilisaient ces documents-là pour pouvoir circuler. Ça leur donnait le droit à la circulation, en fait. Et donc, voilà, elles avaient des mobilités absolument incroyables. Et c'était pour les chercheurs, en fait, c'était un plaisir de les suivre aussi parce qu'elles prenaient goût à ces circulations. Enfin, c'était vraiment assez intéressant et assez joyeux, en fait, comme terrain de recherche. Et donc, les chercheurs étaient très enthousiastes sur ces phénomènes de circulation qu'on appelait de la circulation commerciale. Alors, il y a même eu des travaux d'artistes là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez ces photographies-là, les voitures cathédrales de Thomas Mailander. Elles sont à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration à Paris. Et donc, ça représente là aussi ces phénomènes de commerce entre les deux rives. C'est des photos qui ont été prises au port de Marseille. Et là aussi, on voit ces voitures chargées de marchandises avec cette espèce de continuum entre les cadeaux qu'on ramène au pays et les choses qu'on va aller vendre ou qu'on va donner. Enfin, bon. Alors, on avait qualifié ces phénomènes de circulation transnationale. Le concept, à l'époque, qui était à la mode dans les études migratoires, c'était le concept de transnationalisme qui permettait de montrer que les migrants étaient capables d'établir des liens entre différentes sociétés, les sociétés d'origine, les sociétés d'accueil, et de circuler entre ces sociétés. Et tout. Bon, c'était dans un moment de la mondialisation peut-être un tout petit peu plus joyeux. Enfin, on était très enthousiastes. Et on continue à l'être, en fait, quand on pense à cette période et à ces pratiques qui nous semblaient, quelque part, c'était une approche qui nous donnait un petit peu d'air par rapport à une vision très figée du fait que toutes les personnes qui migrent soient nécessairement vouées à rester dans un pays d'accueil, à ne pas pouvoir circuler entre les pays, etc. Il n'y avait pas que de la circulation commerciale, il y avait différents types de circulation, il y avait des circulations familiales, bon, il se passait beaucoup de choses. Et ces choses continuent à se passer par ailleurs, d'ailleurs, en partie. Mais quand même, depuis 2000, les choses ont beaucoup évolué de différents points de vue. Du point de vue politique, puisque au niveau européen, puisque c'est bien quand même la politique migratoire européenne qui détermine la possibilité ou pas de formes de circulation, de formes de migration. On a eu une forme d'intégration des politiques de plus en plus soutenue et en même temps des formes de repli national des pays, hein, avec une montée en fait d'un certain nombre de mouvements nationalistes. Et puis au niveau des migrations internationales, ce qui a beaucoup changé, c'est que jusqu'à la fin des années 2000, les personnes qui arrivaient en Europe arrivaient quand même à trouver des façons de se régulariser, et notamment par le biais des grandes opérations de régularisation qui ont eu lieu de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 2000 en Europe du Sud, en Grèce, en Italie, en Espagne. Périodiquement, il était possible d'avoir un permis de séjour pour travail. Donc ça donnait un petit peu d'air, et aujourd'hui c'est devenu très compliqué de se régulariser. En réalité, on a eu une montée en fait de ce qu'on appelle parfois la criminalisation ou encore l'illégalisation des migrations, parce qu'il est de plus en plus dur de trouver un titre de séjour ou un titre de résident, notamment au titre de la migration économique. Et en parallèle, ce qu'on appelle un processus de réfugiéisation, c'est pas très joli, mais un néologisme pour dire que aujourd'hui, le seul moyen d'avoir un permis de séjour, une fois qu'on a mis de côté le regroupement familial, qui est une configuration assez particulière, c'est de demander l'asile. Donc, il y a une espèce de dynamique de production, en quelque sorte, du réfugié. Donc, effectivement, on voit que ces dernières années en Europe, il y a une augmentation des demandes d'asile, mais c'est aussi parce qu'il est devenu difficile
d'obtenir un titre de séjour d'une autre manière. Et du coup, du fait de ce contexte, les travaux sur les migrations aussi ont évolué. C'est-à-dire que les études migratoires ont commencé à se poser des questions qu'elles ne se posaient pas ou qu'elles se posaient différemment, qu'elles se posaient moins avant. Et donc, c'est autour de ça que je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe en Méditerranée et ce que je peux vous en dire au titre des études migratoires, puisque je me définis comme une spécialiste des migrations. Donc, je développerai quatre points aujourd'hui qui vont autour de cette idée que la migration est devenue donc quelque chose de plus criminalisé, que les trajectoires des migrantes et des migrants sont de plus en plus heurtées et difficiles, et que donc on est très loin de ces phénomènes de circulation qu'on observait il y a quelque temps dans les études migratoires. Alors mon premier point, ce sera justement de développer cette question de la frontière, en disant que finalement cette Méditerranée, qui était un espace de circulation, est devenue progressivement, et ça, je reviendrai sur la généalogie de ce processus, est devenue une zone frontière, hein, ce que la politiste Vicky Squire appelle une border zone, hein, donc une frontière qui n'est plus une ligne finalement, hein, qui n'est plus une ligne entre deux États, mais qui est aussi une région en quelque sorte, hein, donc la mer comme région frontière. Le deuxième point, c'est que j'essaierai de vous montrer comment on fait de la recherche sur les frontières, dans les frontières, à partir du moment où justement ces frontières changent de forme, dérivent, sont multiples, comment on peut travailler sur ces questions-là. Ensuite, je raconterai un petit peu quelles sont les différentes étapes en fait dans ce processus de construction de la frontière, de cette nouvelle forme de frontière en Méditerranée. Donc je reviendrai un peu sur la chronologie, sur finalement les différentes chronologies qu'on peut faire, parce qu'on peut regarder les choses sur les 2 dernières années, on peut aller sur les 10 dernières années, et puis on peut remonter beaucoup plus loin. Et puis enfin, je parlerai un petit peu de la place des îles dans tout cela, puisque les îles de Méditerranée ont un rôle très particulier justement de concentration d'un certain nombre de processus et de questions liées à la construction de la frontière. Donc mon premier point, cette Méditerranée donc comme zone frontière, hein, et donc partir de la Méditerranée pour questionner ce qu'on appelle aujourd'hui la crise migratoire. Cette crise migratoire, c'est une expression qui s'est imposée dans le langage médiatique, dans la réflexion sur les migrations ces dernières années, dans le langage politique aussi. On dit parfois crise des réfugiés, crise de l'accueil. Et donc, ce qu'on essaye de montrer, notamment dans le livre Frontières à la dérive, c'est que c'est tout autant en fait une crise effectivement de l'accueil et une crise de la frontière qu'une crise migratoire. Alors, on parle de frontières à la dérive. Alors, on travaille justement sur les multiples sens de cette idée de dérive, comme tu l'as dit, hein, Federica. L'idée, c'est à la fois montrer comment ces frontières, d'un point de vue strictement institutionnel ou spatial, elles changent de forme, elles deviennent finalement autre chose qu'une simple ligne ou qu'une simple ligne entre deux États, mais qu'elles vont aussi s'étendre et donc former cette zone méditerranéenne, mais aussi certains parlent de frontières pixelisées, par exemple, pour dire qu'elle se reproduit en de nombreux points, ou encore de frontières réticulaires, pour dire qu'elle fonctionne comme un réseau, c'est-à-dire qu'on la retrouve un peu comme une toile d'araignée. Et vous avez de nombreux travaux qui montrent que cette frontière, elle ne cesse de s'étendre, de se reproposer au fur et à mesure des trajectoires des migrantes et des migrants, et que du coup, il est difficile aujourd'hui de la caractériser essentiellement sous forme de ligne. Donc ça, c'est cette réflexion un peu de géographe, hein, ou de politiste sur cette forme de la frontière. Mais quand on parle de dérive, on parle évidemment aussi de l'augmentation des morts en Méditerranée, en utilisant cette image
qui est maintenant quelque chose qui revient très régulièrement dans l'actualité, ces bateaux à la dérive qui ne trouvent pas de port d'ancrage, de port d'entrée. Eh bien, l'idée est de montrer aussi que cette dérive des bateaux en mer, elle est à l'image d'une dérive de la situation des personnes dans leur trajectoire migratoire. Hein, une dérive humanitaire, on pourrait dire, sur laquelle je reviendrai. La Méditerranée, alors là, on est sur une chronologie relativement courte. Hein, la Méditerranée, en tout cas pour ce qui est de l'année que l'on vient de passer, de ce point de vue-là, l'année 2018 a été assez extraordinaire, est devenue un champ de bataille. Un champ de bataille entre qui et qui, certainement. Entre certains gouvernements européens et les ONG, hein, même si là aussi on pourrait remonter plus loin, j'y reviendrai. Mais on peut voir que cette année 2018 en particulier, elle a été ponctuée par une série de dérives, justement, mais alors là au sens propre, hein, c'est-à-dire que pendant presque toute l'année, jusqu'à très très récemment en fait, on a vu ces navires errer à la recherche d'un port. Donc je pense que j'en ai oublié, mais j'en ai mis quelques-uns, et notamment les épisodes les plus connus en fait, hein, puisqu'il faut probablement essayer de s'en souvenir, parce que souvent on a l'impression qu'on est face à quelque chose de relativement nouveau, et finalement pas tant que ça. Donc, bon, il y a eu déjà quelques épisodes de criminalisation du travail des ONG en 2017, avec notamment le fait qu'il y ait eu en fait la saisie préventive de plusieurs bateaux d'ONG entre août 2017 et mars 2018. Je reviendrai sur ce qui s'est passé entre ces deux dates après. Et puis ensuite, à partir de juin 2018, on va avoir une série d'épisodes d'errance. Hein. Donc la plus connue, celle qui a été le plus médiatisée, c'est l'errance de l'Aquarius pendant 7 jours, avec plus de 600 personnes à son bord, en état de déshydratation, d'hypothermie, de brûlure, au large de l'Italie et de Malte. Hein. Et vous vous rappelez peut-être que l'Aquarius, finalement, est arrivé en Espagne et a été donc pris en charge par les gardes-côtes espagnols. Et puis ensuite, une série d'épisodes qui ont constitué donc la suite de cette suite un peu sordide d'errance. Alors, le Lifeline en juillet, le Sea-Watch en décembre, hein, avec 49 personnes à bord, dont des enfants tout petits. Pendant 13 jours, finalement, les passagers ont été débarqués à Malte. Donc, toute une série d'épisodes, je ne vais pas tous les dire. Et puis, il s'est passé d'autres choses aussi. Il s'est passé notamment l'institution d'une zone de secours au large de la Libye, qui justement fait que les États européens du sud de l'Europe se sentent légitimes dans le fait de ne pas ouvrir leurs ports. Hein. Et puis, il s'est passé d'autres choses encore. On a eu, par exemple, des collectifs de militants qui n'avaient rien à voir avec la mer, qui se sont constitués en organisation, hein, Mediterranean Saving Humans, qui a lancé aussi un bateau en mer, qui ensuite a été saisi pendant 10 jours en mars 2019. Enfin. Et puis, on a eu aussi, donc ça a vraiment été une actualité assez intense, on a eu aussi la prise d'otage d'un bateau commercial, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, par un groupe de migrants qui ne voulaient pas rentrer en Libye en mars 2019. On a eu aussi le retrait de l'Union européenne de l'opération Sophia en Méditerranée il y a quelques jours, hein, une opération qui quand même avait secouru, dont le sauvetage n'était pas le premier mandat, mais qui avait quand même secouru plus de 45 000 personnes depuis 2015. Donc les choses sont en train de changer en fait très vite, hein, de façon très intense. Hein. C'est ce que je disais au début de mon intervention, on est vraiment dans une phase d'intensification des changements. Et j'en oublie. Hein. Alors, c'est là que les chercheurs se retrouvent dans une situation un peu particulière, c'est-à-dire que, en fait, on s'est retrouvés, je dis on parce que c'est vrai pour à peu près la totalité des gens qui travaillent sur les migrations en Méditerranée, dans une position d'engagement.
C'est-à-dire qu'on a observé un certain nombre de choses et on s'est retrouvé finalement, y compris celles et ceux d'entre nous qui n'étaient pas forcément des chercheurs engagés ou des chercheurs militants, à devoir mettre en lumière un certain nombre de situations qui nous semblaient quand même pas correctes, quoi. Je le dis avec beaucoup de naïveté, mais ça s'est passé comme ça pour moi et pour pas mal d'autres. Alors, il y en a qui très tôt ont réalisé la situation. Là, je vous ai mis une photo extraite d'un travail qui est d'un chercheur suisse, Charles Heller, et Lorenzo Pezzani, qui travaillent sur différents types de matériaux, des témoignages oraux, mais aussi sur la trace, justement, les traces laissées par les bateaux en Méditerranée pour documenter certains épisodes. Et notamment, ça, c'est un extrait d'un documentaire qui s'appelle Left to Die Boat, qui était justement qui raconte à partir d'un certain nombre d'indices, de preuves, le fait qu'un bateau de migrants a été laissé à la dérive pendant, je ne sais plus, je crois que c'est 12 jours en Méditerranée, et les personnes ont dérivé finalement jusqu'à se retrouver en Afrique du Nord parce qu'aucun bateau, et pourtant de nombreux bateaux étaient passés près de l'embarcation et avaient connu qu'il y avait une alarme, n'avaient secouru ces migrants. Alors, eux, ils travaillent sur ces questions-là depuis assez longtemps, Charles Heller et Lorenzo Pezzani. Et puis, il y a aussi des géographes qui travaillent sur ces questions-là, et notamment, il y a un travail important qui se fait en France de cartographie, et notamment de cartographie des morts. Donc, avec beaucoup de questions d'ailleurs autour de ça, parce que les données sur les morts, c'est rien que ça, c'est un sujet complexe et important. En tout cas, ce sont des travaux, alors avec tout un travail aussi de quel langage on utilise pour mettre en lumière cette question des morts en Méditerranée. Mais en tout cas, l'idée est de répertorier, de cartographier ces décès en mer. Alors vous voyez là, vous avez le nombre de morts par année, et vous voyez que globalement, quand même, on a un phénomène d'augmentation du nombre de morts entre 1993 et 2016. Ce n'est qu'en 2018 finalement que la situation change, en 2017-2018, et je reviendrai dessus après. Alors ça, c'est une façon de cartographier les choses. Il y en a d'autres. Ça, c'est le nombre de morts recensés par cause de décès dans la zone méditerranéenne à partir de 1993. Donc, en fait, on se retrouve... Alors, chacun à sa façon. Là, je vous ai montré des travaux de collègues, en fait. Moi, je le fais un peu différemment. J'ai lancé un groupe international de chercheurs qui s'appelle le GIEMA, avec d'autres collègues, pour essayer de réfléchir de façon internationale, de fédérer les efforts de recherche pour essayer d'alimenter de façon un peu moins biaisée, en fait, la réflexion sur les politiques migratoires. Ça s'appelle le GIEMA, et on l'a construit un peu sur le modèle du GIEC, donc sur le modèle du groupement intergouvernemental de recherche sur le climat, sur le réchauffement climatique. Et puis j'essaie de le faire aussi à travers une rubrique de vulgarisation de la recherche sur les migrations qui s'appelle De facto et qui fait partie d'un institut de recherche qui s'appelle l'Institut Convergence Migration. En tout cas, voilà, il y a des formes d'engagement de plus en plus importantes qui sont mises en place de la part des chercheurs. Alors, comment travailler sur la frontière? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, à partir du moment où on considère que la frontière n'est plus une ligne, on va devoir aller enquêter ces différents points, ces différents lieux qui font frontière. Ça veut dire enquêter en mer, pourquoi pas. Ça veut dire enquêter dans des lieux frontières spécifiques. Qu'est-ce que ça va être qu'un lieu frontière? Ça peut être une île, justement, puisque les flux à l'arrivée sont concentrés en grande partie vers les îles. Ça peut être d'autres lieux, ça peut être des centres d'accueil, ça peut être des centres de rétention, ça peut être des prisons, si on peut le faire. Donc ça va être une première chose. Et puis autre chose, ça va être de se dire, on va demander aux gens de raconter leurs histoires de traversée des frontières.
Donc on travaille beaucoup finalement sur des récits de traversée, sur des récits qui nous aident à complexifier aussi la question de la trajectoire migratoire. Souvent, dans le langage courant, on a tendance à opposer différents types de migration. En fait, on raisonne par type, donc on va opposer, par exemple, des migrants qui viennent pour des raisons économiques et des migrants qui viennent pour des raisons politiques, des réfugiés. Et on a raison de le faire, parce qu'au départ, il y a des motivations qui sont très différentes et c'est très important de préserver cette distinction parce que sinon il n'y a plus de droit d'asile, donc c'est très important de pouvoir préserver cette distinction. Et en même temps, quand on aborde les choses par la trajectoire et par ces longues trajectoires qui vont durer des mois et souvent des années, on va avoir d'autres façons de regarder les choses. C'est-à-dire qu'on va voir que déjà au départ, les motivations sont multiples, souvent. Pour vous donner un exemple, moi je travaille sur les femmes et voilà, je vais trop vite. Je travaille sur les femmes et souvent, quand on réfléchit aux trajectoires féminines, on pense beaucoup aux questions de genre qui vont motiver le départ des femmes. Je ne sais pas si vous le savez, les femmes sont aussi nombreuses aujourd'hui que les hommes en Europe, parmi la population immigrée. Et elles sont aussi très nombreuses à traverser la Méditerranée, même si on l'oublie parfois. Elles sont moins nombreuses à traverser la Méditerranée qu'elles le sont au départ, parce qu'elles sont plus vulnérables. Et donc, nombre d'entre elles, en fait, meurent en route ou restent bloquées en route avant même de traverser la Méditerranée. Et il est fort probable également que leur mortalité en mer, je dis fort probable parce qu'on ne peut faire que des hypothèses, on n'a pas vraiment de données sûres, mais il est plus que probable, disons, qu'elles aient plus de risques à succomber à la traversée de la Méditerranée par rapport aux hommes. Donc voilà, donc on recueille des récits de trajectoire et on essaye de comprendre déjà au départ. Alors moi, je travaille donc avec des femmes en particulier, donc s'il y a des motivations genrées, et je me rends compte qu'elles sont nombreuses, ces motivations genrées, mais que ces motivations genrées, donc motivation genrée, ça peut être fuir un mariage forcé, ou alors se retrouver dans une situation de mariage forcé dont on veut échapper, comme le récit de Fabienne. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une femme camerounaise qui donc a été mariée de force. Alors toute petite, en fait, elle ne le savait pas, on lui a dit plus tard, mais toute petite, ses parents, qui étaient pauvres, ont confié en fait son destin à un homme du village qui avait plus de moyens et qui donc a financé son éducation, un certain nombre de choses, mais qui en échange devait à un moment donné donc la récupérer en quelque sorte, donc se marier avec elle. Et puis cette situation a dégénéré, cet homme buvait, la battait, et donc au bout d'un moment, après enceinte du deuxième enfant en fait, et puis après avoir été battue et après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, elle s'est échappée en fait. Donc il y a ce genre de situation. Il y a d'autres situations genrées. On peut aussi, il y a beaucoup dans les pays africains, en Afrique du Nord en particulier, il y a de plus en plus de femmes célibataires. Et au bout d'un moment, il peut y avoir une espèce de poussée vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est dans des situations un peu de paria, où quelque part, en même temps, c'est des migrations qui sont liées à des transformations des rapports de genre qui sont très puissantes, qui vont vers une émancipation des femmes. Et en même temps, quelque part, ces femmes se retrouvent en situation de paria, de surplus, et donc elles vont décider de partir. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les motivations de genre peuvent être très nombreuses, également pour les demandeuses d'asile. Souvent, ce sont des femmes qui ont subi le viol comme arme de guerre, et en même temps, à côté de ces motivations-là, il peut y avoir d'autres raisons qui font qu'à un moment donné, on est poussé par la famille à partir. Et puis alors, c'est encore plus compliqué quand on regarde les trajectoires. C'est-à-dire que déjà au départ, il y a une imbrication des motivations. Et puis si on regarde les trajectoires, alors là, ça devient de plus en plus complexe. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve que la plupart, enfin moi, les personnes que j'ai rencontrées, et puis la plupart des personnes qui arrivent au sud de l'Europe aujourd'hui, qui traversent la Méditerranée, passent par la Libye. Et aujourd'hui, une fois qu'on a traversé la Libye, quelles que soient les raisons pour lesquelles on est parti, on se retrouve dans une condition en fait de vulnérabilisation telle
que là encore, la distinction finalement entre motivation économique et motivation politique, elle fait bien peu au sens où les personnes ont toutes subi des persécutions de différents types en Libye. Il y a eu un rapport de l'ONU fin 2018 sur la situation en Libye. Il y en a eu encore un autre récemment. Les organisations internationales également font très régulièrement des rapports, Amnesty, Médecins sans frontières et j'en oublie. On sait que la situation est de plus en plus dure, de plus en plus dramatique, et que les migrantes et les migrants font partie des premières victimes. Et donc les témoignages qu'on a de la Libye, ce sont des témoignages qui nous racontent des emprisonnements, qui nous racontent des prises d'otages, qui nous racontent la façon dont en fait on ne peut s'en sortir qu'en appelant la famille et en se faisant envoyer de l'argent pour pouvoir sortir de prison. Les témoignages de femmes nous racontent évidemment quand elles en parlent, elles ne sont pas obligées d'en parler, mais nous racontent les viols. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là à la fin des années 2000, à partir d'enquêtes à Malte. Il y avait des femmes érythréennes et somaliennes qui arrivaient à Malte à ce moment-là et qui racontaient ce qu'elles avaient vécu en Libye, et c'était déjà très violent. Elles avaient déjà été violées, elles arrivaient souvent enceintes, mais aujourd'hui, elles sont violées de façon massive, répétée, pendant longtemps. Et donc, disons qu'il y a une intensification des violences envers les femmes et les hommes. Donc, les histoires, les récits de la Libye sont assez terribles. Alors on peut les lire par exemple en termes de sensations aussi, parce que souvent ces hommes et ces femmes se retrouvent dans des endroits particulièrement chauds. C'est la soif, c'est aussi le manque d'hygiène évidemment, le fait de parfois être emprisonné nu, enfin toute une série d'expériences qui les marquent évidemment à vie et qui font que la migration est une expérience incorporée, et ça c'est quelque chose de très fort dans les récits. C'est quelque chose d'incorporé qui continue à l'arrivée. Et donc, en tant que chercheur, quand on travaille sur ces lieux d'arrivée, on est face à un paradoxe. C'est-à-dire que nous, en regardant, on constate quand même souvent l'inhumanité de certains lieux, ou en tout cas le fait que les conditions d'accueil ne soient pas complètement réunies. Là, c'est une image un peu extrême qui a été prise, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image, qui date de 2013, qui avait été prise dans un centre à Lampedusa, où on s'était rendu compte qu'en fait, les migrants qui arrivaient à Lampedusa étaient douchés, en fait, nus aux yeux de tous et de toutes. Donc c'est quelque chose qui avait fait scandale parce que quelqu'un avait filmé avec un téléphone portable et les images avaient circulé. Mais en même temps, il faut bien dire que les gens qui arrivent en Europe nous disent aussi à quel point ils sont heureux d'être en Europe et aussi ils se sentent en sécurité. Et alors c'est une sécurité toute relative, mais c'est très important par rapport à ce qu'ils viennent de traverser. Et donc on est face à ce paradoxe où on se rend compte que la situation pourrait être largement améliorable, mais qu'en même temps il y a un sentiment de sécurité et quelque chose qui est qui quand même est important en arrivant. Et en même temps, avec aussi un autre paradoxe, c'est qu'on entend souvent dire, mais en fait, je ne suis pas encore arrivé en Europe. Je ne suis pas encore en Europe. Malte, l'Italie, c'est pas encore l'Europe pour moi. L'Europe, c'est là où sont mes amis, là où sont mes proches, là où sont mes voisins, là où je trouverai du travail, ce qui est aussi un autre problème par rapport à ces pays d'arrivée en Europe du Sud. Alors, je vous disais, le corps, les sensations du corps et les trajectoires, on peut aussi les observer en suivant les trajectoires des personnes une fois arrivées en Europe. Alors quand j'ai commencé à travailler sur l'île de Malte, déjà à l'époque, le règlement Dublin existait bien entendu, et Eurodac, c'est-à-dire le dispositif qui permet, vous savez, d'enregistrer les empreintes digitales des gens, fonctionnait très bien. Et donc moi je rencontrais des femmes à Malte
qui avaient eu des mobilités absolument incroyables, parce qu'en fait, non seulement elles avaient traversé toute l'Afrique, depuis l'Afrique de l'Est et la Méditerranée, mais aussi elles avaient quitté Malte pour aller retrouver des proches, des amis, parfois un mari, en Europe du Nord. Et elles avaient été renvoyées à Malte dans le cadre du dispositif Dublin. Et ça les marquait tellement, cette expérience-là, qu'elle disait I am fingerprint, pour dire mes empreintes ont été prises et donc je ne peux que rester sur cette île, je ne peux plus bouger. Donc cette sensation d'immobilisation qui était vécue vraiment comme un paradoxe du fait des longues trajectoires qu'elles avaient faites pour pouvoir enfin arriver en Europe, et en même temps le fait que du fait des accords européens et de la Convention de Dublin, du règlement de Dublin, pardon, on ne peut demander l'asile que dans le premier pays d'arrivée en Europe, comme vous le savez. Donc voilà comment on travaille sur la frontière, en suivant des trajectoires, en essayant de suivre les gens quand on peut, en écoutant leurs histoires, leurs récits des traversées de la frontière. Donc je vous ai parlé du récit de la Libye, j'ai aussi beaucoup de matériaux sur la traversée de la Méditerranée, sur ces personnes qui traversent la Méditerranée et qui voient les gens mourir autour d'eux, qui nourrissent leurs enfants comme ils peuvent en route. Et puis ensuite, on va s'attacher, je vous le disais au début, à des lieux spécifiques, qu'on peut appeler des lieux frontières, qui sont ces lieux où les gens se retrouvent. Alors là, parce que j'ai travaillé à Malte, en Italie, mais j'ai aussi travaillé sur l'île de Chypre. Là, on avait travaillé sur un hôtel qui accueillait des demandeurs d'asile, et c'est vraiment un phénomène important en fait en Europe du Sud, c'est qu'il y a des hôtels qui ont été construits dans les années 60, 70, qui aujourd'hui sont plus tellement attractifs du point de vue du tourisme, puisque quand même on est dans une des régions on est dans la région la plus touristique du monde, la Méditerranée, et donc on recycle certains hôtels pour accueillir. Donc il y a une économie qui se fait autour de l'accueil des demandeurs d'asile. Et donc là, on avait enquêté dans un hôtel qui était un centre d'accueil pour demandeurs d'asile avec d'autres collègues. Et c'était vraiment intéressant parce que l'hôtel était partagé en deux. C'est-à-dire, vous voyez, vous aviez un étage qui était réservé aux demandeurs d'asile, un étage qui était réservé aux touristes et puis un étage qui était partagé en deux. Et donc... vous aviez un règlement sur les murs qui montrait bien comment les résidents ne devaient pas fréquenter certains espaces, les demandeurs d'asile. Par exemple, vous voyez, là, sur la photo, vous avez à droite la piscine et à gauche, vous aviez la salle de jeu pour les enfants des demandeurs d'asile. Donc, évidemment, il était interdit d'accéder à la piscine. Et vous aviez ces touristes qui se retrouvaient dans cet hôtel un peu par hasard parce qu'ils avaient trouvé une offre sur Internet et parce que c'était un hôtel, effectivement, pas très cher, un petit peu vétuste. Et qui disait mais quel endroit bizarre, parce que derrière les vitres, ils voyaient ces personnes de couleur qui ne pouvaient pas sortir. Donc des situations, ça évidemment, c'est une des questions qui se posent en Méditerranée, c'est que là on est dans des espaces dont l'économie fonctionne aussi beaucoup sur cette mobilité, sur ce tourisme. Et vous vous rappelez certainement de ces images des arrivées de Syriens dans les îles de la mer Égée, avec tout ce que ça avait soulevé comme émotion aussi, les premières arrivées, l'été... et notamment pendant l'été 2015, où les touristes s'étaient retrouvés aussi à prendre part en fait au mouvement d'hospitalité ou de sauvetage ou d'aide à ces arrivants, à ces arrivées un petit peu incongrues. Alors, donc on regarde des situations de frontières, on écoute les récits des personnes, on les suit quand on peut ou on les suit à distance, les réseaux sociaux aident beaucoup, téléphone portable, etc. Et puis donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc ce sera mon troisième point, je tiens à ça, c'est-à-dire que maintenant que j'ai essayé de vous montrer un petit peu concrètement comment on vit la frontière, quand on est un migrant, une migrante, un réfugié, une réfugiée, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, si on veut aller un petit peu plus loin que les derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années en Méditerranée? Comment en est-on arrivé à cette question de, finalement, ce processus de construction d'une frontière de plus en plus dure pour ces personnes? Alors, on peut commencer par revenir sur les 10 dernières années et voir un petit peu ce qui s'est profilé, aussi bien du point de vue des politiques publiques
l'action publique sur ces questions de migration et puis des flux migratoires. Donc là, vous avez les traversées de la Méditerranée depuis 2011, puisque cette crise migratoire, en réalité, on peut dire qu'elle commence en 2011 avec la révolution de Jasmin, avec les premiers exils tunisiens. Hein, c'est là qu'on va commencer à observer une augmentation des traversées maritimes. Ça ne veut pas dire que les gens n'arrivaient pas avant par la mer, ça ne veut pas dire que les gens ne migraient pas avant, mais simplement on a une augmentation des traversées par la mer. Bon. Et donc parmi les étapes importantes, on a la révolution de Jasmin, avec quelques dizaines de milliers de Tunisiens qui vont arriver, je crois qu'ils sont 30 000, qui vont arriver en Europe, hein, et ça va être le premier moment de crispation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment de crise entre Berlusconi, enfin, à la frontière entre la France et l'Italie, hein, où on a eu des épisodes de tension assez importants, de fermeture de la frontière, etc. Ensuite, à partir de 2013, on va avoir une augmentation des traversées et les épisodes des grands naufrages. Les épisodes des grands naufrages que vont être d'abord le grand naufrage, celui dont je vous ai montré, je vous ai montré la photo de la manifestation des Érythréens en octobre 2013, qui va amener l'Italie à prendre en charge la question du sauvetage en Méditerranée. C'est pas rien. Je ne sais pas si vous avez vu ce très beau film Fuoco a Mare qui raconte cette histoire-là de Mare Nostrum. Mais c'est cette opération-là qui va donc viser à aller chercher les gens en mer au-delà des eaux italiennes. Hein, inimaginable quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui en Italie, mais on allait au-delà des eaux territoriales italiennes pour chercher les gens en mer et les ramener sur le territoire italien. Donc une opération qui a été interrompue à la demande sous pression en fait des États européens qui considéraient que cette opération générait un appel d'air. Hein, donc c'est là que la terminologie aussi de l'appel d'air va commencer à s'imposer dans les réflexions sur quelle politique migratoire mener en Méditerranée. Et donc après l'interruption de Mare Nostrum, on va avoir une reprise des naufrages, et notamment les grands naufrages d'avril 2015 hein, qui vont faire plus de 1200 morts au large de Lampedusa. Et puis, c'est à ce moment-là aussi que les arrivées par la mer Égée vont devenir très importantes. Hein. Et là, c'est 2015, c'est l'année, on dit parfois l'année des Syriens, parce que c'est la grande année des exils syriens, où donc les personnes vont arriver sur les îles grecques, hein, et donc une espèce d'emballement en fait du processus, puisque à ce moment-là, les États européens vont prendre conscience enfin de la nécessité d'agir de concert. Donc le sommet, à la fois en termes de politique de coopération avec les États africains, ça va être le sommet de La Valette hein, au printemps 2015, et puis aussi l'instauration, enfin la mise en place à la demande de la Commission européenne d'un plan de relocalisation à l'intérieur du territoire européen. Donc avec l'idée que les gens qui arrivent au sud de l'Europe ne peuvent pas tous rester au sud de l'Europe, qu'on est dans une situation de crise, que certes Dublin II imposerait que les gens restent en Europe du Sud, mais qu'on ne peut pas laisser l'Italie et la Grèce, surtout à ce moment-là, face à cette urgence migratoire. Bon, vous le savez probablement, ce plan de relocalisation va être plutôt un échec, c'est-à-dire que sur les 160 000 personnes qui avaient été prévues, relocalisation qui avait été prévue, on est arrivé à 30 000, je crois, 30 000 et quelques. Et donc, bon, ça ne va pas fonctionner. Entre-temps, un accord en partie informel va être mis en place entre l'Union européenne et la Turquie, qui va permettre en fait à cette route entre la Turquie et la Grèce pratiquement de se fermer, hein, c'est-à-dire que les personnes qui vont arriver via la mer Égée vont être renvoyées en Turquie. Et entre-temps, l'Italie met en place, le gouvernement de centre-gauche à l'époque italien, met en place un accord avec la Libye, hein, Memorandum of Understanding, c'est en février 2017, et c'est à ce moment-là, en fait, que la route du canal de Sicile va commencer à se fermer. Donc, les deux routes vont se fermer, la route orientale de la mer Égée et la route méridionale du canal de Sicile. Et c'est pour ça que le nombre de morts va chuter également, parce que les routes vont se fermer. Les ONG qui donc avaient pris le relais de Mare Nostrum pour intervenir en Méditerranée
vont se trouver dans une situation de plus en plus difficile, de plus en plus délicate. Les États vont se retourner contre les ONG, pas seulement l'Italie. L'Italie, c'est vrai, a été très active là-dedans, mais pas seulement l'Italie. Hein. Et de fait, il devient de plus en plus difficile pour les ONG d'agir en Méditerranée, avec l'instauration aussi d'une zone de sauvetage libyenne, qui fait que ce sont maintenant les autorités libyennes qui ont en charge le sauvetage des bateaux au départ de la Libye. En juin 2018, l'Italie ferme ses ports et, comme je vous le disais, très récemment, en mars 2019, l'Union européenne retire son opération maritime de Méditerranée. Donc la question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, et c'est une question d'ailleurs sur laquelle je n'aurai pas véritablement de réponse, parce que en sciences sociales, on n'est pas très fort pour faire des projections, et ni même pour analyser le très présent, hein, c'est compliqué, mais est-ce qu'on est face à une mer fermée, en fait, telle qu'elle a été fantasmée, hein, de nombreuses reprises dans l'histoire, telles qu'on a pu l'imaginer, mais jusqu'à maintenant, on n'était pas face à un tel phénomène. Hein. Il y avait des gens qui traversaient malgré tout. Alors, peut-être je peux revenir justement là-dessus, sur les traversées. Ce qu'on avait montré justement, c'est que de façon un peu classique, quoi, depuis le début des années 2000, en Méditerranée, à chaque fois qu'on fermait un itinéraire, il y avait un autre itinéraire qui s'ouvrait. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une labilité des itinéraires qui faisait que les gens, eh bien, c'était pas forcément les mêmes, hein, faut pas voir les choses de façon complètement mécanique, mais simplement, quand on fermait une route, la première route à être fermée en Méditerranée, ça a été le détroit de Gibraltar, hein, dès la fin des années 2000, dès la fin des années 90, début des années 2000, et donc avec la fermeture du détroit de Gibraltar, les flux s'étaient déplacés vers les Canaries, et puis il y avait eu un moment de crise en 2006, la crise des Cayucos, avec les arrivées de ces embarcations de pêcheurs vers les Canaries, et puis au bout d'un moment cette route s'était fermée aussi, et les gens passaient davantage par le canal de Sicile. De la même façon, à un moment donné, les gens pratiquaient la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie, et puis on a construit un mur à cette frontière, donc les gens ont commencé à emprunter la mer. Donc on voit en fait que les flux se recomposent en fonction de la recomposition en fait des frontières, mais ça, c'est ce qu'on observait jusqu'à très récemment. Aujourd'hui, je ne sais pas trop par où les gens pourraient passer. Ça devient très tendu et très compliqué. Donc, quand on est chercheur, on est face à on observe cette recomposition des itinéraires qui aujourd'hui devient de plus en plus complexe, en tout cas vers l'Europe. Hein. On observe aussi cette recomposition des dispositifs frontaliers, des formes que prennent la frontière. Par exemple, en 2015, la forme principale que prenait la frontière, c'était la figure du hotspot. Hein. L'Union européenne avait institué des hotspots, en particulier dans les îles, pour essayer de trier en fait la présence des migrants. Alors aujourd'hui, ces dispositifs ont plus ou moins échoué pour différentes raisons, et ils sont plus du tout aussi importants dans la gestion des flux qu'ils n'ont pu l'être autour de 2015-2016. Alors, ce qu'on observe, c'est que les solutions qui sont mises en œuvre ne cessent d'évoluer. Et des fois, c'est difficile parce que, par exemple, le livre, donc, il est sorti il y a 6 mois, et déjà, par rapport à ce qu'on racontait dans le livre, les choses se sont transformées. Les lieux aussi changent. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est le centre de Al-Far, qui se situe près de l'aéroport à Malte. Et on y est allé plusieurs fois pour faire des recherches. Et selon les moments, en fait, le lieu était complètement différent. Alors, c'est un ancien hangar britannique militaire. Hein, et donc, à un moment donné, il était utilisé pour accueillir, je mets des guillemets, les demandeurs d'asile érythréens et éthiopiens et somaliens
plutôt des hommes. Et vous voyez, donc ils avaient mis en place des systèmes pour un peu se créer une intimité autour des lits. Vous voyez, il y avait des draps, des vêtements autour des lits pour essayer d'avoir un espace à soi. Et c'était très densément occupé. Ça, c'était à la fin des années, en 2008. Et puis, juste après, enfin, quelques mois après, on y était retourné et les choses étaient très différentes. Le hangar avait été complètement vidé. Les gens avaient été déplacés dans un autre camp. Et puis, encore plus tard, en 2011, on y est retourné. Et là, c'était plutôt des familles de demandeurs d'asile. Donc, vous voyez, il y avait les tentes de la Croix-Rouge. Et là, il y avait une urgence particulièrement importante, particulièrement grave du point de vue humanitaire, puisque en fait donc c'était un hangar et puis il n'a pas été bonifié, donc en fait il y avait encore des débris d'huile et des substances toxiques par terre, et les enfants marchaient à quatre pattes et tombaient malades les uns après les autres parce qu'ils mettaient les mains à la bouche, et du coup les enfants étaient hospitalisés les uns après les autres. C'était une situation absolument épouvantable à ce moment-là. Dans le hangar de Al-Far. Donc les lieux bougent très vite, et en tant que chercheur aussi c'est compliqué parce que des fois on a l'autorisation d'y aller mais c'est pas le bon moment, il se passe plus rien dans ces lieux-là, ça se passe ailleurs, et donc il y a une espèce de recomposition incessante de ces lieux, et c'est difficile de témoigner de ce qui se passe aux frontières du coup. Alors recomposition des lieux, recomposition des itinéraires, et pour revenir à la chronologie, on peut aussi considérer que cette chronologie que je vous montrais des 10 dernières années en Méditerranée, elle s'inscrit dans un mouvement plus large, un mouvement plus long, sur le plus long terme, c'est-à-dire un mouvement qui est celui en fait de la construction d'une Europe de la libre circulation, qui malheureusement a pour corollaire la fermeture à l'extérieur, c'est-à-dire la création d'une frontière extérieure, et forcément la frontière méridionale, c'est la Méditerranée. Hein. Donc une série d'initiatives européennes qui ont provoqué un mouvement progressif d'enclosure, avec des moments importants, quelques grands naufrages qu'on a oubliés, qui ont eu lieu dès les années 90, la directive Retour, qui est un moment important aussi dans la politique migratoire européenne, puisqu'elle augmente, enfin pour la plupart des pays européens, en tout cas elle fixe un seuil à la rétention des demandeurs d'asile, mais un seuil de 18 mois, la rétention des migrants irréguliers à une période de 18 mois, ce qui est une période assez longue. La pratique aussi de refoulement en mer, hein, et l'Italie a été jugée par la Cour européenne condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2012 pour des refoulements ayant eu lieu en 2009. Et puis une histoire aussi qui est celle des accords bilatéraux, qui n'est pas une histoire récente non plus. C'est-à-dire que quelque part, je vous parlais du fait que les États européens inventent des nouvelles solutions politiques, sont tout le temps, on a toujours de nouvelles solutions qui sont apportées sur ces questions migratoires, mais il y a aussi une histoire de ces solutions. Et donc, par exemple, il y a une histoire, alors il y a tout un chapitre dans le livre là-dessus, il y a une histoire de coopération avec la Libye, qui est une coopération européenne, qui est aussi une coopération franco-libyenne, qui est aussi une coopération italo-libyenne, et qui fait que, de fait, on a profondément influencé la politique migratoire de la Libye dans les 20 dernières années, dans un sens beaucoup plus répressif. Donc ces politiques de coopération, hein, qui sont marquées par des accords ou par des politiques ou bilatérales ou multilatérales de coopération avec les pays d'Afrique orientale et d'Afrique subsaharienne occidentale. Bon. Donc une longue histoire aussi du déplacement de la frontière, hein, parce que quand on parle de déplacement de la frontière, on parle aussi de ça, du fait que de plus en plus on a tendance à externaliser en amont des trajectoires migratoires les frontières de l'Union européenne. Alors on les externalise vers la Libye, vers l'Égypte, vers la Turquie et vers beaucoup d'autres pays. Et puis en même temps, on utilise aussi une partie de l'Union européenne pour faire frontière. Donc on peut parler aussi d'une politique d'externalisation à l'intérieur de l'Union européenne, c'est-à-dire que certains lieux dans l'espace européen vont servir finalement de marge utile, hein, donc au sud de l'Europe, pour pouvoir mettre en place le tri et la gestion des migrants. Et j'en arrive à mon 4e point, donc je vais peut-être même réussir à terminer, je ne sais pas combien de temps il me reste.
Parfait. Donc, ces marges méridionales de l'Europe qui finalement sont aussi des lieux utiles, et en particulier le rôle des îles dans tout ça. Donc, on a abordé avec une collègue qui a coordonné le livre avec moi, Nathalie Bernardi-Tahir, on a proposé cette image qui était proposée déjà par un géographe, Bernard de Barbieux, qui est en Suisse d'ailleurs, à Genève, et qui propose l'idée de lieux de condensation pour montrer qu'à partir de certains lieux, hein, c'est un peu un truc de géographe, on va avoir une condensation d'une série de processus, et dans les îles, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les îles se passe également ailleurs, mais dans les îles, c'est plus visible, c'est plus concentré, c'est plus condensé. Ce sont des petites îles quand même, en général, les îles de la Méditerranée, et ce sont des petites îles dans lesquelles on va retrouver toute une série d'acteurs qui sont importants à l'échelle européenne et qu'on va retrouver sur place, que ce soit les agences européennes pour l'asile, que ce soit Frontex, que ce soit les États, bien entendu, et tous les acteurs locaux. Alors, c'est particulièrement vrai dans le cas des îles-États, comme Malte, hein, qui sont non seulement donc une petite île, mais en plus une île État. Donc, ça veut dire qu'une fois que les gens sont à Malte, ils ne peuvent plus partir de Malte, dans l'esprit en tout cas de la Convention de Dublin. C'est assez différent pour l'Italie, où les gens qui arrivent en Sicile, à Lampedusa, sont réacheminés ensuite vers d'autres régions italiennes, et en théorie ça devrait être différent pour la Grèce, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, en partant des îles, on a proposé de montrer qu'en fait, ces îles étaient d'abord des lieux mouvements, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer de toutes les figures de l'isolement ou de l'immobilité qu'il peut y avoir derrière l'image qu'on peut avoir de l'île. Ce sont des îles qui permettent d'empêcher un certain nombre de flux de progresser vers l'Europe. C'est là qu'on parle de barrières, mais ce sont aussi des lieux de filtrage, de passage, et enfin des lieux d'installation. Et puis ces îles, elles fonctionnent aussi comme des symboles où on va mettre en lumière un certain nombre de questions, de situations liées à leur position de frontière. Alors il y a un point que je voudrais clarifier, c'est que les îles ne sont pas le débouché naturel des bateaux, hein. Les bateaux n'arrivent pas spontanément vers les îles, hein. Les bateaux sont acheminés vers les îles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir le signalement d'un bateau en mer à la dérive, et on va acheminer le bateau vers les îles, ou alors les gens vont être débarqués d'un bateau en mer ils vont être transbordés sur un bateau, que ce soit un bateau marchand, parce que c'est un bateau marchand qui va tomber sur ce bateau, ou que ce soit un bateau d'ONG ou autre. Donc en fait, c'est un choix qui est fait, c'est un choix politique d'amener les gens vers les îles, d'accord ? On pourrait très bien les amener à Naples ou à Marseille ou ailleurs, mais ou à Athènes, mais on les amène vers les îles. On les amène vers les îles, et c'est le cas en particulier en Italie, vers Lampedusa. Et ça s'arrête il y a quelques années quand même, parce qu'à un moment donné, quand il va y avoir ce fameux scandale autour du douchage des migrants dans le centre pour demandeurs d'asile, on va arrêter en partie d'acheminer les gens vers Lampedusa. Mais donc, il y a quelque chose de l'ordre aussi de la construction de l'île comme frontière. Donc, on voit ça à partir des données, et puis on voit ça aussi dans la mise en scène de ce qui se passe sur les îles. Alors, c'est une image de l'ambassadeur de France qui était à Malte à ce moment-là, qui s'appelle Daniel Rondeau, et qui, à un moment donné, a beaucoup, c'est par ailleurs un écrivain assez connu pour les gens qui s'intéressent à la Méditerranée, à un moment donné, il va mettre en place toute une politique de diplomatie pour relocaliser les gens qui arrivent en Malte vers d'autres États européens. Donc il va y avoir finalement une diplomatie spécifique de l'île qui va se mettre en place à partir des années 2000. Alors ça va être des accords informels qui vont être pris entre différents pays sud-européens, où ça va être des initiatives plus affichées. Là, vous avez donc les gens qui vont arriver, qui de Malte vont être relocalisés en France, et auxquels ces personnes à qui on va dérouler le tapis rouge. Bon, ça va pas durer très longtemps, mais il y a eu cet épisode-là également autour de 2009. Alors, mise en scène de la frontière, mise en scène de l'urgence migratoire à partir des îles, c'est aussi à partir de Lampedusa qu'en 2011, à un moment donné, le gouvernement italien va choisir
devant l'absence de solidarité des autres États européens face à l'arrivée des Tunisiens, va choisir de les concentrer et de ne plus laisser passer personne. Donc à un moment donné, on va se retrouver avec des milliers de Tunisiens concentrés à Lampedusa, et ça va être une façon de mettre en scène l'urgence à partir de ce premier épisode de la crise migratoire. Donc sur les îles, il y a un jeu de mise en visibilité de l'urgence, mais aussi d'invisibilisation, et parfois, les centres, et c'est le cas d'ailleurs à Lampedusa, mais c'est le cas aussi à Malte, les centres de rétention ou les centres d'accueil vont se situer assez loin par rapport aux centres habités, de façon aussi à isoler en fait ces situations-là. Donc il y a ce jeu-là, et puis il y a un jeu aussi de construction de la relation entre nous et eux. Donc dans ce qu'on renvoie de l'image de l'île, il y a quelque chose de la frontière non seulement spatiale, mais aussi de la frontière sociale. Qu'est-ce qu'on est par rapport à eux? Comment on se met en scène? Alors là, ce sont des photographies qui sont très connues. La première, c'est un moment en fait de rencontre, et ces moments sont rares, entre les touristes et des migrants subsahariens, justement au moment de la crise des Cayucos, donc en 2006, aux Canaries. Et puis la deuxième, c'est une visite d'Angelina Jolie, qui est ambassadrice du Haut-Commissariat aux réfugiés, à Malte, en 2014, une visite au centre de rétention pour demandeurs d'asile. À Malte, on pratique activement la rétention pour les demandeurs d'asile. Alors, à ce moment-là, ce qui est intéressant de ces photos, à mon avis, c'est qu'on met en scène justement quelque chose qui est de l'ordre plutôt d'ailleurs de la compassion, mais en même temps avec une frontière très forte, quoi, en termes de genre, en termes évidemment aussi de couleur de peau, et voilà. On peut aussi restituer l'histoire de ces îles qui souvent ont été des îles qui, avant d'être des îles dans lesquelles on concentrait les lieux de rétention et les lieux d'accueil, étaient aussi des îles dans lesquelles, et on a toute une historicité des îles grecques par exemple, dans lesquelles on mettait les personnes indésirables, les fous, les handicapés, et puis c'était aussi des îles où on avait des prisons. Donc il y a toute une histoire aussi autour de ces îles, et c'est le cas en particulier des îles grecques. Donc Lesbos, avant d'être un lieu où se concentrent encore aujourd'hui plus de 5000 personnes qui sont là et qui ne bougent pas malheureusement, qui sont dans une situation d'immobilisation contrainte assez terrible avec des conditions d'hygiène assez épouvantables. Donc une véritable urgence à la fois sanitaire et psychologique à Lesbos, dans le camp de Moria. C'était aussi un lieu où on mettait c'était un lieu d'asile pour les fous. Alors, Malte, le cas de Malte est assez particulier parce que, même si je n'aurai pas trop le temps de détailler, parce que je voudrais arriver à ma conclusion, mais Malte est cette île à partir de laquelle, quand même, finalement, en plein cœur de la crise migratoire, alors qu'il y avait quand même une augmentation très forte des traversées de la Méditerranée, les gens n'arrivaient plus. Donc là, c'est vraiment l'exemple de l'île qui se ferme et qui réussit à négocier, sur la base d'un accord informel avec l'Italie, le fait que plus personne ne passe. Alors évidemment, cet accord, il a sauté avec la fermeture des ports en juin 2018 par le gouvernement italien, mais Malte a quand même réussi à négocier le fait que l'ensemble des personnes qui arrivent à Malte, quand Malte décide d'ouvrir ses portes aux bateaux d'ONG, c'est pas systématique, et c'est parfois suite à des pressions importantes d'autres États. Elle arrive quand même toujours à faire en sorte à ce que les gens soient relocalisés très vite, en fait. Donc ils ne font que transiter par Malte. Donc là, c'est une île qui va, du fait de son exceptionnalité, en quelque sorte, du fait que c'est une île-État, et du fait que c'est une petite île, que c'est l'île la plus dense, etc., va pouvoir arguer de tout ça pour faire en sorte que personne ne reste à Malte. Donc là, c'est vraiment c'est l'île frontière par excellence. Donc les îles, ce sont à la fois des lieux de mise en scène, et Malte est un très bon exemple pour ça, de l'hostilité envers les migrants, et puis ça va être aussi des lieux
vous le savez, très avancé aussi dans la mise en scène de l'hospitalité. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même un mouvement de repli assez généralisé des États par rapport à la question migratoire, plus ou moins. Je ne veux pas du tout comparer la position de Matteo Salvini par rapport à d'autres États européens, mais quand même, on est dans une phase de repli. Et en parallèle, vous savez que les formes de solidarité, d'hospitalité s'organisent plutôt à partir de lieux, que ce soit des villes ou des îles, justement. Et donc ces îles, elles ont été assez actives dans le développement aussi d'un esprit de solidarité. Et on le voit par exemple dans cette lettre que Giussi Nicolini, qui était à l'époque donc mairesse de Lampedusa, avait adressée aux maires des Tunisiens qui avaient disparu en mer, en leur disant que même si son île était toute petite, et c'était intéressant cette rhétorique quand même de l'insularité qui était forte dans son discours, elle leur adressait toute sa compassion et toute sa compréhension. Donc il se passe, il y a cette rhétorique en fait de l'insularité qui se met en place et qui peut être à la fois une justification de l'hostilité, par exemple avec un argument très fort lié à la densité à Malte, ou alors au contraire quelque chose qui est de l'ordre de c'est pas parce que nous sommes petits que nous n'avons pas un grand cœur en quelque sorte, comme l'a dit Giussi Nicolini. Voilà. Donc voilà, les îles comme lieu aussi d'expérimentation, je passe très vite parce qu'il y avait beaucoup trop de choses, de formes de solidarité, de formes d'accueil, une série de chartes qui ont été rédigées à partir des îles, une série aussi la mise en place de réseaux de solidarité à échelle européenne à partir de Lesbos, à partir de la Sicile, à partir de Lampedusa. Donc l'île a ce double visage en fait en Méditerranée. Donc je vais terminer. De fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un déplacement de la question des îles, puisque plus personne n'arrive vers les îles depuis quelques mois, vers la mer, et de la mer vers, en fait, en amont, les côtes, et notamment les côtes libyennes. Donc je reviens sur cette interrogation dont je vous ai déjà fait part, à savoir, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement, on est face à une mer fermée? Aujourd'hui, la situation est que les quelques personnes qui arrivent à passer en Méditerranée parce qu'elles sont secourues en mer par les ONG, puisque maintenant ce sont quand même, pas seulement par les ONG, mais ce sont les principaux acteurs du sauvetage, sont relocalisées en Europe. Mais on n'en parle pas tellement parce que ça fait pas... Les États ne font pas vraiment de publicité autour de ça. Mais en général, les politiques dissuasives, voire répressives, voire de criminalisation de la migration sont de plus en plus importantes. On peut aussi remarquer, et c'est vrai que ce bateau qui a été détourné par des migrants parce que c'était un navire commercial qui les avait sauvés en mer et qui devait les ramener en Libye, et que les migrants n'ont pas supporté cette situation et donc ont détourné le bateau vers Malte, est un épisode de révolte sur lequel on peut terminer pour s'interroger sur ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire une des questions que se pose, pour le dire un petit peu différemment, même si ça peut paraître pas très scientifique, mais voilà, vous avez compris qu'il était difficile quand on travaille sur ces questions de ne pas se poser les questions en termes de politique migratoire aussi. Une des questions que se posent les chercheurs et qu'on essaye de se poser quand on échange aussi sur ces questions, c'est de savoir jusqu'à quel niveau de violence on peut aller dans ces politiques dissuasives. Jusqu'à quel niveau de violence on est capable d'accepter en amont de la Méditerranée, en l'occurrence en Libye en particulier, pour que les gens ne traversent pas, pour que les gens n'arrivent pas jusqu'à chez nous. Voilà. Je vous remercie.